Encore une fois, Sylvain et moi et tout le groupe de coordination multidisciplinaire, nous tenons à remercier tous les participants, ceux qui ont pu se libérer, l'équipe de la filière qui nous assiste comme toujours dans l'organisation, et enfin le docteur Zilbert qui a accepté d'animer cet atelier sur les ostéonécroses chez le drépanocytaire adulte. C'est un sujet assez important et nous sommes confrontés régulièrement et il est normal quand même de connaître ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut adresser, comment surveiller et comment prendre en charge ce type de patients. Donc, nous allons laisser sans tarder la parole au docteur Zilbert pour nous parler des ostéonécroses. Vous avez la parole, monsieur Zilbert. Merci Louis. Bon, ça fait très plaisir de faire ce topo. Pour info, je l'ai fait ce matin au DU de Drépano avec Anoucha Habibi à Créteil. Ça fait 1 an que je le fais, je l'avais déjà fait l'année dernière. Avant, c'était Philippe Ernigout qui s'en occupait et puis j'ai repris la main parce que Philippe Ernigout est parti. Zut, comment je passe les diapos? Bravo. Donc, je suis allé parti faire pendant mon internat de la chirurgie de l'épaule à Lyon, où c'est une ville très connue pour la chirurgie de l'épaule. Et j'ai été interne, moi, du professeur Goutalier à Henri Mondor, qui est connu sur l'épaule. Et après, chef de clinique avec Philippe Ernigout, où je commençais déjà à m'occuper des patients de drépano sur les hanches et sur les épaules. J'ai fait mon clinique à Mondor. Et maintenant, j'ai une activité mixte. Je suis PH mi-temps à Mondor, où je ne fais plus que de la chirurgie de l'épaule, et en particulier les prothèses chez les patients drépanocytaires. Et sinon, je suis installé en libéral à la clinique Arago à Paris où je fais des prothèses de hanche, de genoux et de la chirurgie de l'épaule, mais on n'a pas de patients drépanocytaires. Les patients drépanocytaires doivent forcément être pris en charge dans un centre multidisciplinaire avec les drépanologues à nos côtés. Voilà, puis j'ai fait 1 an de recherche à Stanford, ça c'est le magnifique campus de Stanford où là j'avais fait de la physiologie osseuse, ça n'avait rien à voir avec les drépanos. Je ne peux pas passer le… Donc, l'ostéonécrose aseptique, c'est la première… attendez, parce que je voudrais voir ma tête. C'est la première complication osseuse de la drépanocytose chez l'adulte. Ça touche principalement les hanches et les épaules, avec des évolutions en différents stades, et je vais vous les expliquer. On a 2 traitements principalement, qui sont le traitement conservateur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remplacement de l'articulation est conservée. C'est un traitement chirurgical quand même, mais qui est conservateur. Et le traitement de remplacement par des prothèses, qu'on appelle des arthroplasties. L'os drépanocytaire nécrotique a des spécificités morphologiques qui font que ça provoque des difficultés opératoires avec une technique difficile. Et puis, bien sûr, il y a les complications post-opératoires qu'on connaît déjà chez le drépanocytaire avec les difficultés de transfusion, des crises vaso-occlusives post-opératoires ou des choses comme ça. Donc, l'ostéonécrose aseptique diaphysaire ou épiphysaire, ostéonécrose aseptique, ONA, est la première complication osseuse chez l'adulte. Il y a aussi des complications septiques, on vient d'en parler, et c'est plutôt chez les enfants, avec des ostéomyélites ou des arthrites, ça je ne vous en parlerai pas. Le syndrome main-pied, ce sera vu l'année prochaine avec l'orthopédiatre. Il peut y avoir des fractures pathologiques sur ces os-là qui sont diaboliques à traiter parce qu'il faut essayer de faire consolider un os nécrotique. Des hémarthroses ou des arthrites goutteuses avec une atteinte rénale. L'ostéonécrose aseptique épiphysaire touche principalement les hanches et les épaules. En premier, les hanches et en deuxième, les épaules. Ça touche d'autres articulations comme le genou, la cheville ou le coude, mais c'est beaucoup plus anecdotique. Ça donne comme symptômes les symptômes habituels d'une arthropathie dégénérative avec une impotence fonctionnelle douloureuse et une raideur articulaire, donc douleur et raideur de l'articulation. L'atteinte chez ces patients-là est très souvent bilatérale et même très souvent des 2 épaules et des 2 hanches. Et les symptômes sont corrélés à la gravité des lésions et à l'évolution de la destruction articulaire, même si on peut avoir des petites nécroses qui sont très douloureuses. Alors, la classification lésionnelle, elle a été décrite par Fika et Harley il y a longtemps sur l'ostéonécrose de hanche. Ce n'était pas sur l'ostéonécrose drépanocytaire, c'était sur l'ostéonécrose lambda, principalement idiopathique, et en France, alcoolique ou post-cortisonique. Ce sont les 3 principales causes d'ostéonécrose de la hanche, si on peut considérer qu'idiopathique, c'est une cause. Alors nous, on a un biais de sélection à Mondor parce qu'on voit évidemment beaucoup d'ostéonécrose que j'appelle ostéonécrose drépanocytaire. Donc, Fika et Harley avaient décrit 4 stades. Un stade pré-radiologique,
où à l'époque, c'était surtout des scintigraphies qui étaient faits, la radio était normale. Un stade où on voyait des signes radiologiques, mais sans atteinte de l'articulation, le stade 2. Un stade 3 avec une dissection sous-chondrale radiologique, c'est la fameuse image en coquille d'œuf, je vais vous montrer des exemples. Et le stade 4 avec une perte de sphéricité de la tête. Cette classification a été complétée par Steinberg en 1995, avec un stade 0 où même l'IRM et le scanner sont négatifs et il n'y a que la scintigraphie qui est parlante. Un stade 1 qui est l'équivalent du stade de Ficka et Harley, le stade 2 pareil. Le stade 3 ici et 4 ont été divisés en 3, 4, 5, avec pour le stade 3 la perte de sphéricité, c'est la dissection sous-chondrale et l'aspect en coquille d'œuf. Le stade 4, c'est une destruction de la tête, un aplatissement ou un morcellement. Le stade 5, il y a une atteinte articulaire avec une destruction du cartilage opposé, donc du cotyle au niveau de la hanche ou de la glène au niveau de l'épaule. Et le stade 6, c'est une destruction articulaire complète où il n'y a plus rien et en particulier une atteinte des muscles, même des muscles périarticulaires. Alors, quelques exemples, classification lésionnelle. Donc là, c'est un stade 1. La radio était normale. C'est une IRM de hanche, le col du fémur, la tête du fémur, le cotyle. Et là, on voit l'image typique d'ostéonécrose avec cette image polaire supérieure en croissant et avec ce liseré périnécrotique. Et ici, c'est un stade 2. Il n'y a pas, au niveau du bassin, au niveau des deux hanches, il n'y a pas de perte de sphéricité de la tête du fémur. Elle est bien ronde. Et on voit très bien l'image de nécrose ici avec une condensation périnécrotique à droite et à gauche. Mais la tête est toujours ronde, donc on est bien sur un stade 2. Ici, c'est un stade 2 sur une épaule. Donc, sur la radio, on voit l'image de nécrose toujours pareil, avec cette image un peu en popcorn là, pour cette patiente. Et à l'IRM, on retrouve l'image de nécrose sur les différentes séquences. Stade 2, la tête est toujours bien ronde. Il n'y a pas d'atteinte du cartilage. Là, c'est plus grave. Il y a une atteinte du cartilage avec une perte de la sphéricité. Donc, ça, c'est une hanche. Un stade 3, on voit très bien le séquestre nécrotique ici qui s'est enfoncé. Donc, il y a une fracture du séquestre nécrotique. La tête, normalement, devait continuer ici. Vous voyez ma souris, hein? Oui, pas de problème. Vous voyez ma souris. Et donc, on voit bien ici que, hop là, il y a une marche d'escalier et que le séquestre s'est enfoncé, la tête fémorale n'est plus ronde. Mais il n'y a pas encore d'atteinte du cartilage cotyloïdien. Donc, c'est une atteinte unipolaire, c'est un stade 3. Pareil sur cette épaule, le cartilage ici articulaire est bon. La glène n'est pas modifiée, mais la tête est un petit peu cabossée. Et là, on voit l'image en coquille d'œuf ici de ce liseré sous-chondral. Donc là, on est sur du stade 3, puis toute la nécrose de la tête humérale qu'on voit ici. Stade 4, donc là, c'est un morcellement complet de la tête humérale chez ce patient-là, mais la glène est toujours bien, le cartilage glénoïdien est a priori bien, il faudra un arthroscanner pour le confirmer, puisqu'on voit qu'on a un espace articulaire là, à l'endroit où il reste de la tête. Ça, c'est une hanche stade 5. Ici, il y a un pincement articulaire, donc là, il y a une atteinte du cartilage en face, et ça, c'est un patient que je vous montrerai à la fin. C'est une destruction articulaire complète, on ne comprend plus rien. Les muscles sont atteints et c'est un patient qui a une impotence fonctionnelle dramatique. Ce patient-là, il avait 30 ans, une ostéonécrose, enfin un os nécrotique, pratiquement un squelette nécrotique avec deux épaules où il n'arrivait plus à amener les mains à la bouche des deux côtés. Donc, il était vraiment très handicapé. Alors, les indications opératoires dépendent de l'âge du patient et du stade de la nécrose, et ça dépend aussi du site qui est atteint, si c'est la hanche ou si c'est l'épaule. Pour les ostéonécroses stade 1 et 2, c'est-à-dire les nécroses où la tête humérale ou la tête fémorale sont toujours rondes, on fera un traitement conservateur. Pas de prothèse, on conserve l'articulation, et donc on fait ce qu'on appelle un forage. Je vais vous montrer des exemples, avec une autogreffe de moelle osseuse concentrée. Ça se fait sous anesthésie générale, mais c'est une chirurgie mini-invasive, hein, il y a 3 petits trous, mais il faut quand même une anesthésie générale chez ces patients-là. Pour la hanche, à partir de la perte de la sphéricité de la tête, il n'y a qu'un seul traitement, c'est l'arthroplastie totale de hanche, la prothèse totale de hanche, PTH. C'est une articulation portante, et même quand le cartilage cotyloïdien est encore bon, l'hémiarthroplastie, c'est-à-dire ne remplacer que le fémur, ne marche pas, parce que le métal du fémur, de la tête prothétique qu'on va mettre sur le cartilage cotyloïdien va être rapidement abrasif, et on va devoir transformer cette hémiarthroplastie en prothèse totale. Donc c'est d'emblée prothèse totale de hanche, d'autant plus qu'on a maintenant des prothèses totales
avec un couple de frottement en alumine qui ne s'use pas. Donc, ça ne nous embête plus, nous les orthopédistes, de mettre des prothèses de hanche chez les jeunes, 30 ans, 40 ans, parce que théoriquement, cette prothèse ne s'use pas et elle peut durer toute la vie, on n'aura jamais besoin de le réopérer. Ça peut se déceler pour d'autres problèmes, ça peut s'infecter, il peut y avoir des fractures, mais il n'y a pas de problème d'usure. Ce qu'on avait avant quand on mettait des prothèses de hanche avec du métal et du plastique. Maintenant, ça n'est plus le cas. Dans les épaules, c'est un petit peu différent. Ça n'est pas une articulation marchande. Et donc, dans les stades 3 ou 4 où il n'y a pas d'atteinte du cartilage glénoïdien, on va proposer une hémiarthroplastie, c'est-à-dire qu'on ne va remplacer que le côté huméral. On ne va pas toucher à la glène. Et cette hémiarthroplastie sera en pyrocarbone, et je vais vous expliquer pourquoi. L'ostéonécrose stade 5, là, il y a une atteinte de l'articulation glénoïdienne dans l'épaule. Donc là, on mettra une prothèse totale anatomique. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et l'ostéonécrose stade 6, c'est-à-dire la destruction articulaire, on est obligé de modifier la biomécanique de l'épaule si on veut quelque chose qui fonctionne. Et donc, on mettra une prothèse inversée. Alors, le traitement conservateur, on appelle ça PCR, rien à voir avec Polymerase Chain Reaction, hein, PCR pour ponction, concentration, réinjection. Donc, ponction, c'est une aspiration de la moelle osseuse au niveau des 2 crêtes iliaques antérieures. Centrifugation, on envoie ça à l'EFS qui centrifuge le ponction pour récupérer les cellules souches et réinjection, PCR. Donc là, c'est une coupe histologique de tête fémorale où il y a une nécrose ici. On ponctionne la moelle et après, quand la moelle a été concentrée, on envoie 300 cc de mal, ils nous en rendent 30, avec un gros trocar et sous contrôle scopique, donc une toute petite voie d'abord de 1 cm ici. Sous contrôle scopique, on met le trocar au centre de la tête du fémur, c'est un trocar qui fait 8 mm grosso modo de diamètre, et là, on réinjecte la moelle osseuse. Donc la centrifugation, ça consiste à sélectionner les cellules mononucléées, dont les cellules souches, dont on espère qu'elles vont recréer de l'os et guérir la nécrose. Alors, le souci, c'est que bon, je vais vous en parler après. Là, c'est un exemple, hein, c'est une IRM post-opératoire d'un patient qui a eu 2 forages et on voit très bien le tracé des 2 trocars qui sont passés dans l'os et qui sont allés jusque dans la nécrose. Ça c'est des images post-opératoires typiques d'un patient. Ça devait être pour une contrôle de sa nécrose. Ça fait, non, c'est un peu plus gros que 3 mm. Hein. La tréphine, elle est plus grosse que 3 mm. Alors, l'embêtant de ce traitement conservateur, c'est qu'il n'a pas été vraiment scientifiquement évalué en vrai. Il n'y a pas d'études randomisées, forage seul versus forage plus greffe de moelle osseuse. Donc, il y a plein de gens qui ont dit que ça marchait, que c'était très bien. Moi, je voulais me faire mon idée là-dessus. Et donc, on a revu avec Gilles Guérin dans le service 40 ostéonécroses d'épaule traitées par ponction, concentration, réinjection à 2 ans de recul minimum. Et sur ces 40 nécroses d'épaule, il n'y avait aucune guérison de nécrose. Donc, à mon sens, la greffe de moelle osseuse ne permet pas la guérison de la nécrose. Et si ce traitement conservateur, ça ne veut pas dire qu'il faut le jeter à la poubelle, hein, et c'est des patients qui sont effectivement soulagés, mais à mon sens, principalement du fait du forage, qui diminue la pression osseuse qui a été augmentée par la nécrose et qui permet une période indolore. Et vous verrez d'ailleurs dans les cas que je vais vous montrer qu'il y a beaucoup de patients qui s'est opérés d'une prothèse alors qu'ils avaient déjà eu une greffe de moelle osseuse avant. Donc ça, vous aurez peut-être d'autres sons de cloche, mais moi, c'est ce que je pense, la greffe de moelle osseuse. On continue de le faire à Mont-d'Or. On fait des ponctions. Alors moi, je ne fais plus de concentration parce que comme j'y crois pas, ça prend quand même beaucoup moins de temps. Mais on le fait toujours, mais c'est de l'ordre du religieux, hein, parce que ça ne guérit pas la nécrose en vrai. On pourra en discuter à la fin. Alors, juste pour vous montrer, donc on avait vu, voilà, et donc il y a 4 épaules qui ont évolué du stade 1 au stade 2, 2 du stade 2 au stade 4, enfin voilà, il y en a beaucoup qui ont évolué, aucune n'avait guéri, et bien sûr, il y a des nécroses qui sont stables, hein, mais c'est, à mon sens, simplement l'histoire naturelle de cette nécrose qui évolue de façon très variable. Il y a des nécroses qui évoluent vite dans le temps et d'autres qui peuvent rester parfaitement stables longtemps dans le temps. Mais en tout cas, on n'a pas constaté de guérison. Donc, la greffe de cellules souches, voilà. Vous avez compris ce que j'en pensais.
Bon, ça, c'est les différentes prothèses articulaires. Pour la prothèse de hanche, il ne faut retenir que la prothèse totale de hanche. L'hémiarthroplastie, c'est-à-dire le remplacement uniquement du fémur dans la hanche, c'est à garder pour les fractures du col chez les personnes âgées. Sur le traitement de l'ostéonécrose, qu'elle soit drépanocytaire ou d'autres causes d'ailleurs, le traitement, c'est la prothèse totale de hanche. Donc, prothèse totale de hanche, ça veut dire qu'on remplace le fémur, on coupe la tête du fémur, on met à la poubelle, on remplace le fémur et on remplace le cotyle. Et vous voyez, ce rose, là, c'est de l'alumine. Donc, ce couple de frottement de l'alumine, c'est de la céramique, en fait, permet d'obtenir une prothèse qui ne s'use pas. Et théoriquement, donc, cette prothèse, on n'a pas besoin de la changer. Ça, c'est le traitement chirurgical prothétique de la hanche. Sur l'épaule, c'est différent. On a 3 options. La première option, je vous en ai parlé, c'est quand le cartilage glénoïdien est long. Et donc là, on met une hémiarthroplastie anatomique, mais avec une tête en pyrocarbone. Le pyrocarbone est un matériel qui est moins abrasif pour le cartilage glénoïdien que le métal. Il est beaucoup plus doux. Il a un modèle Young qui a une propriété physique qui est très proche de l'os. Et donc, on espère que ces hémiarthroplasties puissent durer plus longtemps que celles qu'on faisait avant en métal. Le métal, c'est pour la prothèse totale anatomique, où là, on remplace l'humérus et la glène. Et c'est à l'ancienne. Cette fois, on met du métal avec du plastique en face. On ne peut pas avoir de prothèse d'épaule en alumine parce que la hanche, il y a un seul mouvement qui est un mouvement de roulement. Et donc là, ça fonctionne bien. Dans l'épaule, il y a un mouvement de roulement, mais il y a aussi un mouvement de glissement comme ça qui est très important et qui fait que si on met de l'alumine, en fait, ça casse. Ça enlève des petites chips et donc ça ne fonctionne pas. Donc sur l'épaule, on est encore avec du métal, avec du polyéthylène. Et donc ça s'use. Ça s'use au bout de 10 ans, sans qu'on soit forcément obligé de la changer, mais ça s'use. Et ça, c'est la prothèse inversée. La prothèse inversée, vous remarquez que le centre de rotation de l'épaule est modifié. Le centre de rotation d'épaule d'une épaule normale, c'est au centre de l'humérus. D'accord ? C'est au centre de l'humérus, c'est là que va bouger l'articulation de l'épaule au centre de cette sphère qui est l'humérus. Sur une prothèse anatomique, ça reste le centre de l'humérus. Là, on modifie le centre de rotation de l'épaule puisqu'il vient au centre de la glène, puisqu'on met la boule au niveau de la glène et la cupule au niveau de l'humérus. Et en modifiant ce centre de rotation, qu'on amène ici, ça permet de recruter le deltoïde qui est le muscle principal de l'épaule et qui, lui, n'est jamais atteint, y compris dans les stades 6. Dans les stades 6, on a une atteinte de la coiffe des rotateurs qui fait que, en mettant une prothèse totale anatomique, on aura un mauvais résultat fonctionnel. Donc, on passe à une prothèse qui est un peu plus invasive, qui est la prothèse inversée, parce qu'on n'a pas le choix. Dans les arthropathies dégénératives, les arthroses d'épaule chez les personnes âgées, théoriquement, ça, c'est une prothèse qui est indiquée après 70 ans. Chez les drépanocytaires, je vais vous montrer un cas. Il y a un homme à qui j'en ai mis un des deux côtés, moi qui avait 30 ans, parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Alors, le patient drépanocytaire a une ostéonécrose drépanocytaire qui peut être très compliquée à opérer parce que le spongieux est remplacé par un os blanc nécrotique cassant. Il y a une dédifférenciation cortico-spongieuse. Vous voyez que là, sur cet humérus, il n'y a plus de spongieux. L'os, l'humérus, normalement, c'est comme le fémur, c'est un os à moelle avec de la corticale et au milieu, un canal médulaire. Et là, on voit très bien qu'il n'y a plus de canal médulaire, c'est tout blanc. Et ça, pour nous, c'est diabolique à opérer parce que normalement, on coupe la tête de l'humérus où il y a de l'arthrose ou de la nécrose et après, on cathétérise le fût huméral ou fémoral pour mettre notre prothèse. Mais là, on ne peut rien cathétériser. On est obligé de confectionner nous-mêmes le futur réceptacle de la prothèse avec des fraises ou avec des mèches. Et c'est là qu'on peut avoir des fausses routes, ça sort ici, ça sort là, ou des fractures parce que c'est un os cassant. Ce sont des articulations qui sont difficiles à opérer. Voilà, l'ostéonécrose diaphysaire, ça, pour nous, c'est diabolique. C'est-à-dire qu'on arrive face à alors ici, c'est un fémur, où en fait, il n'y a plus de spongieux, il y a de l'os partout à l'intérieur. Théoriquement, on devrait retrouver le canal centromédulaire, mais quand vous arrivez sur un fémur comme ça, faut le recréer. Il faut recréer le canal centromédulaire. Alors, on peut être aidé par le scanner avec une planification scanographique. Alors là, vous voyez, c'est un patient à qui on a fait un scanner pour une arthrose. Ce n'est pas un drépanocytaire. Et maintenant, avec ces logiciels, on peut mettre la prothèse dans le fémur avant d'opérer le patient. Et on a un code couleur sur les différentes contraintes qu'on va avoir. Donc, ça, c'est un code couleur très simple pour les orthopédistes. C'est comme les feux de la circulation. Donc, vert, c'est bon. Rouge, c'est pas bon. Rouge, c'est que c'est au contact de l'articulation et d'un os dur. Et vert, c'est que c'est bien dans le spongieux, que ça s'enfonce et que c'est bien pris. Alors, l'embêtant chez le drépanocytaire, c'est que très souvent, quand on fait des planifications scanographiques comme ça, la prothèse, elle est toute rouge partout. Même si on prend la plus petite prothèse. Parce qu'on est face à
un fémur là en particulier qui est complètement blanc. Et donc, finalement, le scanner n'a pas beaucoup d'intérêt. On sait que ça va être difficile et qu'on va y passer beaucoup de temps. Donc là, on a deux cas différents. L'atteinte osseuse, moi, j'ai toujours été surpris en suivant des patients drépanocytaires. Il y a une pénétrance extrêmement variable. Il y a des patients drépanocytaires qui vont faire qui vont pas faire de nécrose d'abord. Et puis, il y en a qui vont faire une nécrose isolée, stable, stade 2 de l'épaule, et qui n'auront jamais de prothèse. Et puis, il y a des patients qui vont avoir des nécroses de partout, avec un os blanc de partout. Et il y a une injustice là-dedans. Moi, je ne sais pas s'il y a des critères qui font qu'il y a des patients drépanocytaires qui font plus d'atteinte osseuse que d'autres, mais c'est assez troublant pour l'orthopédiste. Il y a une pénétrance extrêmement variable. Là, vous voyez qu'il y a une atteinte nécrotique de la tête de l'humérus chez ce patient-là, avec un canal centromédulaire qui est parfaitement conservé. Il n'y a pas de nécrose diaphysaire. Cette prothèse-là, elle va être facile à faire. Hein. Quand on aura coupé la tête ici, il va falloir juste casser ça, là, et puis on retrouvera l'axe centromédulaire et on pourra mettre la prothèse sans difficulté. Celle-ci, là, elle est diabolique. Parce que pour retrouver un semblant de centromédulaire ici, il y a tout ça à traverser. Et là, on peut partir dans n'importe quelle direction. Ça, c'est très difficile. Et pour la glène, c'est pareil. Vous voyez, une glène normale, c'est une très fine corticale. Et là, c'est du spongieux. C'est facile à travailler. Là, c'est du marbre. Cette épaule, elle est en marbre. Donc ça, c'est une vue opératoire. C'est une épaule. On a déjà coupé la tête de l'humérus et on a luxé le patient en rotation externe, comme ça. Hein, donc là, on est par l'avant et on voit la tranche osseuse de l'humérus. Donc là, j'ai réussi à cathétériser le fût centromédulaire, mais il reste cet os blanc-là. Et là, si je descends ma prothèse et que je tape dessus, je vais avoir une fracture qui va arriver ici comme ça, parce que cet os-là ne va pas s'adapter, ne va pas s'enfoncer comme un spongieux normal. Donc, je suis obligé de le travailler avec une petite trappe spéciale pour doucement et petit à petit pour aller retrouver une forme de prothèse que je veux lui implanter. Ça, c'est une vraie spécificité de l'ostéonécrose drépanocytaire qu'on ne trouvera pas quand on mettra une prothèse pour une autre maladie. Donc là, on part sur des cas cliniques maintenant. Et si vous voulez, je pourrais vous faire participer après. Les premiers, je vais vous aider. Donc là, c'est un patient de 31 ans qui a une ostéonécrose stade 3 à droite. Et vous voyez, vous avez une très belle image en coquille d'œuf. Hein, c'est la dissection sous-chondrale. On la voit très bien ici. Là, il y a tout le séquestre nécrotique. Hein, et puis là, on voit bien la dissection sous-chondrale. Et donc, la tête est un peu cabossée. C'est un stade 3 à droite. Et c'est un stade 2 à gauche. On voit l'image de nécrose ici. On la voit très bien ici, avec ce liseré en rotation interne. Mais la tête est parfaitement ronde. Donc, ce patient, il a eu une hémiarthroplastie en pyrocarbone de ce côté-là. La tête n'était plus ronde. Et on voit bien que le cartilage glénoïdien était bon. On l'a vérifié avant par un arthroscanner. Hein. Pas de prothèse d'épaule sans scanner préalable. Et avec l'arthroscanner, ça permet de voir en plus le cartilage. Donc là, on voit le cartilage glénoïdien qui est bien conservé. Il n'y a pas de pincement. Et on a remplacé donc la tête de l'humérus avec une prothèse en pyrocarbone qui permet d'être moins agressif sur le cartilage glénoïdien. Et de l'autre côté, dans le même temps opératoire, on a fait le forage avec la greffe de moelle osseuse. Et ça, c'est sous scopie en percutanée. Et vous voyez qu'on veut aller au centre de la nécrose. Donc ça, régulièrement, on fait une prothèse de hanche et une portion concentration réinjection des deux épaules dans le même temps, ou une prothèse d'épaule et une PCR sur l'autre épaule, ou une prothèse d'épaule, une PCR sur les deux hanches. Ça se fait régulièrement. On ne fait pas deux prothèses en même temps, parce que c'est un geste qui est, je vous l'avez compris, difficile, qui peut saigner, et ça peut être compliqué chez les patients drépanocytaires, mais faire une prothèse, quelle qu'elle soit, et un traitement conservateur sur les autres articulations, ça ne pose pas de souci, ça permet de faire qu'une seule anesthésie. Alors, cette patiente de 53 ans de drépanocytose SC avait une ostéonécrose stade 4. Donc là, on n'est plus au niveau de la coquille d'œuf, il y a une destruction de la tête, mais le cartilage glénoïdien est bon encore. Et donc, elle avait une hémiarthroplastie, mais c'était il y a 5 ans, il y a 6 ans maintenant. Il y a 6 ans, et à l'époque, elle avait une arthroplastie à l'ancienne, j'ai envie de dire, c'est-à-dire une tête en métal, une hémiarthroplastie, pardon. Donc, il n'y a que l'humérus qui était remplacé, mais avec une tête en métal. Et le problème des têtes en métal sur le cartilage glénoïdien en face, c'est que c'était abrasif. Et vous voyez, il y a une usure en 5 ans, entre ces deux radios, il y a 5 ans d'écart. Il y a une usure du cartilage glénoïdien. La tête en métal vient frotter contre l'os de l'omoplate et ces patients redeviennent douloureux. Donc ça, c'est la glénoïdite et on ne voit plus ces glénoïdites depuis qu'on utilise la tête en pyrocarbone parce qu'elle est 10 fois moins abrasive en laboratoire sur le cartilage glénoïdien que la tête en métal.
Donc ça, on n'en fait plus en fait maintenant. Dès qu'on fait une hémiarthroplastie dans l'épaule sur une ostéonécrose, on met une tête en pyrocarbone. Souvent, ce sont des patients jeunes. Donc cette patiente, je lui ai repris sa prothèse et je lui ai mis une prothèse inversée. Quand on change une prothèse, il faut mettre une prothèse inversée. Les tendons de la coiffe sont abîmés et on n'obtiendra pas de bons résultats si on ne change pas la biomécanique de l'épaule. Voilà. Et elle était contente. Toujours demander aux gens de sourire sur les photos, comme ça ils ont l'air contents. Alors là, une femme de 24 ans, drépanocytose SS, nécrose stade 3 et 4 des hanches. Ici un stade 4, ici un stade 3, d'accord. Nécrose stade 3 au niveau de l'épaule. Et cette patiente, c'était un échec de PCR. Elle avait eu une greffe, une autogreffe de moelle osseuse dans l'épaule qui n'avait pas fonctionné. On voit bien qu'il y a une tête qui n'est plus ronde. Et ici non plus. Et alors donc, qu'est-ce qu'on va lui faire? Est-ce que quelqu'un veut participer? Ou est-ce que je continue? La prothèse totale de hanche. Prothèse totale de hanche. Voilà, prothèse totale de hanche bilatérale, c'est bien, Jean-Baptiste. Bilatérale et Ouais. puis hémiarthroplastie pour l'épaule avec en pyrocarbone. Excellent. Excellent. Donc, prothèse totale de hanche bilatérale avec un couple alumine-alumine. Vous voyez que la tête, elle est moins dense, elle est plus claire que le métal parce que c'est de l'alumine, c'est de la porcelaine, enfin c'est de la céramique, pardon. Et pareil ici, donc une hémiarthroplastie en pyrocarbone et on voit qu'on a retrouvé un interligne articulaire parce que le cartilage génoïdien est bon ici. Donc là, 36 ans, drépanocytose SS, nécrose de hanche droite stade 5. Là, on a un pincement articulaire, donc il y a une atteinte, mais dans la hanche, vous avez compris que ça se posait, on ne se posait pas trop de questions parce que stade 3, 4, 5, le traitement elle-même, c'est la prothèse totale. Et une nécrose stade 4 au niveau de l'épaule. Le cartilage glénoïdien est encore bon. Et donc là, à nouveau, prothèse totale de hanche alumine-alumine et une hémiarthroplastie en pyrocarbone au niveau de l'épaule avec un interligne articulaire qui est bon. Et ça marche bien. On est en train de les revoir là, avec un interne dans le service. Les gens n'ont plus mal, ils bougent mieux l'épaule et ils sont contents. Et nous, c'est quand même plus simple de faire une hémiarthroplastie, ça c'est sûr. Mais ça marche bien, ça. Maintenant, on espère que ça va durer longtemps sans user la glène. Comme on en met depuis pas très longtemps, ça fait maintenant 4-5 ans, il faut qu'on attende d'avoir un plus long recul. Mais c'est très prometteur et moi, j'aime bien cette prothèse. Alors là, c'était un petit peu différent. 30 ans, SS, plusieurs complications, arthrite septique de l'épaule gauche à Staff lavé il y a 13 ans. Donc, avant de lui mettre une prothèse, évidemment, on lui fait une ponction, parce que l'infection d'une prothèse articulaire, c'est grave, et c'est encore plus grave chez un patient drépanocytaire. Donc, il avait une ponction qui était négative. Il a une nécrose stade 4-5, c'est-à-dire qu'on voit très bien sur l'arthroscanner, qui fait partie du bilan préopératoire obligatoire pour une épaule avant une prothèse. Autant dans la hanche, on n'a pas besoin du scanner parce que de toute façon, on mettra une prothèse totale, donc la radio peut suffire. Autant dans l'épaule, il faut forcément un scanner, au mieux un arthroscanner, pour bien voir la qualité osseuse et surtout voir s'il reste du cartilage glénoïdien. Et là, vous voyez que le cartilage, ici, il est bon, c'est le noir, le cartilage glénoïdien. Ici, il est un petit peu plus fin. Ici, il est un peu plus fin, donc on est 4-5. Vous voyez la nécrose de la tête, avec la tête qui est plus ronde. Mais 4-5, d'accord, mais 30 ans. Donc, je lui ai mis quand même une hémiarthroplastie. Je n'ai pas fait une prothèse totale en me disant peut-être que dans 10, 15, 20 ans, on aura besoin de totaliser cette épaule. Et à ce moment-là, on aura encore un os qui sera vierge au niveau de la glène. Et vous voyez qu'on a un interligne articulaire, donc il y avait encore du cartilage sur cette glène. 53 ans, drépanocytose SS, nécrose de hanche droite, stade 3, d'accord. Et ici, stade 2, on voit la nécrose sur la radio, mais la tête est encore ronde. Et ici, c'est un stade 5, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte articulaire et on voit bien que la glène là est abîmée. On voit que la glène est abîmée, elle n'est pas normale. Et ce que vous voyez là, c'était un gros ostéochondrome qui était devant. Donc, 53 ans, stade 3 à droite, stade 2 à gauche et stade 5 sur l'épaule gauche. Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on va lui faire? Ou quelqu'un d'autre? Il faut faire participer les autres, je pense. Qui veut se lancer? Il n'y a pas de piège. Sinon, je vais dire. Vas-y, Jean-Baptiste, dis-moi. Donc là,
Hanche droite, prothèse totale. Oui, Et hanche gauche, injection, forage pour injection de moelle osseuse, traitement conservateur, ouais, tout à fait. même si tu n'y crois pas. Alors, Tu n'y crois pas pour je ne crois l'épaule ou pas. tu crois pas pour. Alors, je ne crois pas que la greffe de moelle osseuse puisse guérir la nécrose. En revanche, le forage, indéniablement, quand on revoit ces gens, on les réopère pas tout de suite. Hein. Pendant 2-3 ans, ils décrivent une amélioration de leur douleur. Mais je pense plus que c'est l'effet du forage que vraiment la greffe de moelle osseuse, puisque la nécrose ne guérit pas. La greffe de moelle, c'est théoriquement pour faire guérir la nécrose. Si on sélectionne les cellules souches, c'est bien pour essayer de faire guérir la nécrose. La nécrose ne guérit pas, ça, c'est pas vrai. Mais les gens sont mieux, donc on fait des traitements conservateurs et il y a des bonnes indications. C'est beaucoup moins lourd qu'une prothèse de hanche et ça permet de gagner souvent quelques années avant la prothèse de hanche. Il y a des gens qui viennent nous voir 2 ans après, il y a des gens qui viennent nous voir 10 ans après. Est-ce que c'est le forage ou est-ce que c'est l'évolution naturelle de la nécrose? C'est difficile à dire et on ne peut pas vraiment répondre à cette question parce qu'il n'y a pas eu d'études vraiment scientifiquement acceptables là-dessus. Mais non, là-dessus, c'est le traitement conservateur. Cette patiente peut être soulagée par le forage. Okay. Et sur l'épaule? Tu es obligé de mettre une prothèse totale ou... Ouais. Ouais, et alors là, on est à stade 5. Il n'y a pas de destruction articulaire au sens où il y a une atteinte des muscles aussi autour. C'est juste une destruction, c'est juste une arthropathie avec un pincement. Donc, on est sur une prothèse totale anatomique. Si la coiffe est bonne, la prothèse totale anatomique a un meilleur résultat que la prothèse inversée. Donc, prothèse totale de hanche ici avec de l'alumine. Ici, vous voyez qu'elle a eu le forage. On voit bien le trajet. Vous voyez le trajet du trocar, hein, ça, c'est la radio post-opératoire. On voit le trajet du trocar ici, qui est rentré dans la hanche, qui est rentré dans la hanche jusque dans la nécrose ici. Et ça, c'est une prothèse donc totale anatomique avec une tête en métal cette fois. Hein, c'est la même densité que la tige. Et en face du polyéthylène. Donc, le polyéthylène, il est transparent, c'est du plastique, hein, on ne le voit pas à la radio. Et il y a 2 petits marqueurs qui sont dans la quille de la glène pour vérifier qu'elle soit bien positionnée. Alors, 59 ans, cette patiente-là, elle cumule parce qu'elle a une drépanocytose plus une polyarthrite rhumatoïde. Elle a tout eu. La cholestectomie, l'hémolyse post-transfusionnelle, anémie de base à 8 grammes. Anoucha m'appelle en me disant « Tu te débrouilles, Sébastien, tu peux l'opérer, mais tu ne pourras pas la transfuser. Je n'ai pas de culot pour cette patiente. Syndrome occlusif, etc., etc., etc. » Nécrose stade 5, hanche droite. Hein, il y a une nécrose plus une coxarthrose. Hein, il y a un pincement. Et une ostéonécrose que j'ai appelée vieillie, stade 4, 5 des 2 épaules, disons 4 ici, et puis 5 ici. Là, il y a un pincement, là, il n'y a pas encore de pincement. Alors, elle a 59 ans. Elle a eu la prothèse. Alors, elle a eu, et une nécrose. Alors, ici, elle avait une nécrose stade 1 de la hanche gauche. Elle a eu une IRM qui montrait une nécrose qu'on ne voyait pas à la radio. Elle avait une hanche douloureuse. Donc, elle a eu... non, ce n'est pas précédente. Ce qu'il faut faire, c'est suivante. Elle a eu une prothèse totale de hanche ici. Alors, cette fois, c'est alumine polyéthylène. Probablement parce que chez cette patiente, si on met une prothèse en alumine en face, c'est en presse-fit, c'est-à-dire que ça n'est pas cimenté. Et probablement que son os n'a pas permis de faire tenir le cotyle en presse-fit, c'est-à-dire sans ciment. Donc, chez elle, on a été obligé de cimenter du polyéthylène. Alors, de l'alumine face à du polyéthylène, ça s'use 20 fois moins que du métal face à du polyéthylène, mais ça s'use plus que de l'alumine face à de l'alumine. Bon, elle a 59 ans, donc ça ne nous a pas non plus chagriné. Ici, elle avait eu le forage. On voit le fantôme ici, juste le début ici du trocard. Le forage n'a pas marché, hein, elle s'est totalisée, elle est devenue plate, et donc on lui a mis une prothèse de hanche de l'autre côté aussi. Et quant à ses épaules, elle avait une ostéonécrose stade 4 et stade 5, mais elle a 59 ans, drépanocytaire polyarthrite rhumatoïde, donc elle a une prothèse totale anatomique bilatérale. Et si je disais vieillie, c'est parce que, et ça m'a bien aidé, elle avait pour le coup pas un os qui était cassant, mais qui était vraiment tout mou, au contraire. Donc c'est pour ça que chez elle, je l'ai cimenté la tige, parce il manquait de l'os. Donc elle a 2 tiges cimentées des 2 côtés, avec des têtes en métal et du polyéthylène. Là, on voit bien le polyéthylène, hein, qui est cimenté, ça c'est le ciment. Et ça, c'est les 2 petits marqueurs avec la quille de la glène, vous la voyez là. Et alors, pour finir, ce patient-là, 35 ans, drépanocytose SS, prothèse totale de hanche gauche au Canada. Et il vient nous voir avec une nécrose des 2 épaules, stade 6. Donc, lui, c'est dramatique. Hein, il
il ne bouge plus les épaules du tout, il est douloureux au moindre mouvement et il a cette atteinte diabolique drépanocytaire avec une dédifférenciation complète de corticospongieuse. Donc ça, nous, quand on le voit arriver, ben voilà, faut qu'on s'en occupe, c'est comme ça, mais on sait qu'on va y passer du temps et que ça va être difficile. Alors, dans le service, on s'est occupé d'abord de séances. Donc, vous voyez, voilà, la nécrose, hein, c'est le patient que j'ai montré tout à l'heure. Il n'y a plus de spongieux du tout. Tout son os, c'est du marbre. C'est très difficile à travailler. Alors, il a eu la prothèse. On a commencé par les hanches. Vous voyez, tout son bassin hein, est nécrotique. Il a une prothèse de hanche qui s'est infectée, qu'on a repris, sur laquelle il a une fracture. Donc, c'est des patients qui sont multi-opérés alors qu'ils n'ont même pas… il a 35 ans à peine. Puis bon, finalement, on s'en est sorti sur ses hanches. Et donc, je me suis occupé de ses épaules et pour le coup, il a eu une prothèse totale inversée des deux côtés. J'ai commencé par ce côté-là, puis là, je m'en suis bien sorti. Et puis là, vous voyez, j'ai eu une fracture. C'est pour ça que j'ai dû mettre un cercle autour, parce qu'en travaillant cet os très cassant, il y a eu un petit refend ici. Mais ça s'est bien passé en mettant un cercle comme ça. Vous voyez que cette prothèse, normalement, on met 4 vis. Hein, on peut en mettre 4, et là, j'en ai mis qu'une à chaque fois. Parce que l'os est tellement dur qu'une seule vis suffit pour faire tenir l'implant. Bon, et il était content. Ils sont toujours contents si je les montre, hein, sinon on ne les montre pas, bien sûr. Voilà. Bon, on peut participer à la discussion maintenant si vous avez des questions. J'ai une question. Est-ce que certains ont constaté des exacerbations douloureuses après les forages réinjection? Parce que j'ai eu une patiente où ça a été contre-productif. Elle a eu… voilà, on s'est dit c'est peut-être le post-op, ça va passer, s'arranger, puis en fait non, ça a été pire après. Sans qu'il y ait dégradation, enfin sans que l'iconographie apporte quoi que ce soit, enfin je veux dire c'était stable. Hein, mais elle était moins bien après le forage. Ouais. Alors le forage, c'est une intervention percutanée et on veut être au centre de la nécrose avec notre trocar, d'accord? On l'a fait sous scopie. Tu peux sortir, hein, de la tête, que ce soit humérale ou fémorale, te retrouver dans l'articulation sans forcément t'en rendre compte si tu ne fais pas les bonnes incidences. Donc, voilà, ça reste possible. J'ai envie de te dire que si c'est plus douloureux après, il est possible qu'il y ait une erreur technique. Théoriquement, quand si tu arrives à bien rester au centre de la tête, ils sont plutôt soulagés. Maintenant, il y a quand même le fait qu'on aille forer le col et la tête, et les 2-3 premiers jours, ça peut être plus douloureux. Hein. Ça arrive. Ça avait duré longtemps chez ta patiente? Oui, ça a duré. Ça n'a jamais marché, en fait. Ça n'a jamais marché. Et il avait eu la greffe de moelle aussi, ou c'était juste un forage? Non, elle avait eu forage et injection de moelle osseuse. À Mont-d'Or? Non, à Tours. Ouais, c'est ça, ils font ça à Tours aussi. Et donc, ouais. Elle a eu c'était une hanche? Oui. Et elle a eu une prothèse rapidement derrière? Pas encore, parce qu'elle veut pas et qu'elle se traite aux antalgiques. Bon, alors écoute, moi je me souviens très bien de ma première PCR de hanche à Mont-d'Or quand j'étais interne, que j'ai faite tout seul. Donc je mets mon trocar sur la hanche de face, très bien. Je prends la moelle osseuse, je la fais centrifuguer, elle revient, puis je commence à la réinjecter. Et puis sous scopie, je réinjecte la moelle. J'avais le trocar qui était bien au centre de la tête sur la face. Je réinjecte, et puis au fur et à mesure que j'injecte, je vois que la hanche, tu vois, se décoapte comme ça. Qu'est-ce qui se passe? J'injecte, puis je vois la hanche qui se décoapte encore. Je dis bon, c'est bizarre et tout. Puis elle était très douloureuse en post-opératoire de façon inhabituelle. Et puis je vais voir Philippe Hernigou et je lui dis je comprends pas. Il me dit mais t'as fait un profil? Je dis ah c'est ça. J'ai oublié de faire le profil. Donc j'étais pas dans la tête fémorale, hein, j'étais dans l'articulation. Je lui ai mis toute la moelle osseuse dans l'articulation. On a des patients là qui participent au topo? Je crois pas, non. C'est plutôt réservé normalement aux… Bon, enfin voilà, et Tours, si tu veux, c'est un CHU aussi. Tu as probablement des internes qui peuvent se retrouver seuls avec un forage. Et techniquement, si tu veux, ça reste du percutané. Donc, c'est assez. Autant c'est très simple parce qu'il suffit de mettre le trocar au bon endroit, autant c'est exigeant dans le sens où il faut bien contrôler l'endroit où tu mets ton trocar. Ok, merci. Bonjour, moi j'ai une question. Je suis désolée parce que je suis arrivée en cours du topo, la chose a dû être dite avant.
mais je me C'est pas permets de la grave. reposer. Est-ce qu'on fait une prescrit une IRM systématique avant d'adresser au chirurgien, même si la radio est sans équivoque sur le diagnostic, sur le côté étendu de la plage de nécrose avant une intervention? J'avais l'impression que c'est ce qui était fait. Moi, je suis à Poitiers. J'ai l'impression qu'ils demandent dans tous les cas l'IRM. Donc, c'est ce que vous faites aussi? Alors, Et la ça deuxième dépend. question, oui, pardon. Vas-y, deuxième question. La deuxième, c'était sur le décubitus, enfin sur la mise en décharge. J'avais été surprise de la prescription de mise en décharge pour un de mes patients qui était stade 3, là, à qui on a obligé de mettre 2 mois à biquiller. Et ce n'est pas une attitude mondorienne dont je me souvenais pour avoir travaillé à Mondor. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensez. Alors, pour l'IRM, soit c'est un stade 1 et 2, et dans ces cas-là, on fera un traitement conservateur. Donc là, on veut savoir où est effectivement positionner la nécrose de façon plus précise que sur la radio pour essayer de mettre le trocar au maximum dans la nécrose. Et donc là, c'est intéressant d'avoir une IRM, que ce soit une épaule ou une hanche, puisque le traitement sera conservateur et qu'on veut bien positionner et qu'on veut bien localiser la nécrose. Si c'est un stade 3, 4, 5 sur une hanche, ça ne sert plus à rien. On a le diagnostic sur la radio, l'IRM ne sert à rien, on fera un remplacement prothétique, la tête fémorale, on va la couper et l'acheter. Si c'est sur une épaule, l'IRM ne servira pas non plus. Ce qu'on voudrait savoir, c'est s'il y a un cartilage qui est bon, et autant on peut éventuellement voir le cartilage à l'IRM, autant on le voit beaucoup mieux à l'arthroscanner. Et de toute façon, quand on veut mettre une prothèse d'épaule, il faut qu'on voit l'os. Donc, on préférera un scanner, au mieux un arthroscanner, avant un traitement arthroplastique au niveau de l'épaule. Donc, IRM systématique, oui, si traitement conservateur de prévu pour bien localiser la nécrose. Sinon, ça n'a, à mon sens, pas d'intérêt. Après, pour ce qui est de la décharge, je t'avoue que comme maintenant, moi, je fais vraiment plus que de l'épaule, je connais très moins. On peut mettre en décharge, en fait, la nécrose peut évoluer par crises douloureuses qui sont des crises inflammatoires. Donc, mettre éventuellement en décharge quelques jours ou quelques semaines, pourquoi pas, mais ce n'est pas ça qui va guérir la nécrose, je suis d'accord. Non, mais sur le risque d'aggraver l'évolutivité vers un stade ultérieur? Non, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Je ne Donc, c'est pense vraiment pas que la décharge, et ça, j'ai eu la même question ce matin au DU, la décharge pourrait éventuellement permettre de limiter l'aggravation de la nécrose si on mettait les gens en décharge toute leur vie. Donc ça, c'est pas possible. Il faut bien un moment qui marche, quoi. Moi, je pense pas, pardon, que ce soit le fait de le mettre 1 ou 2 mois en décharge qui fait que ça va permettre à la nécrose d'évoluer moins vite derrière. C'est ça, Madame Gélène, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci pour la réponse. Comment ton prénom? Justine. Justine, tu es d'accord avec ça? Oui, ça me paraît logique, mais comme je l'ai vu faire par un de tes confrères, je préfère quand même vérifier. Ouais, je pense que c'est à visée antalgique. Je pense qu'on ne peut pas dire aux patients ça évitera que la nécrose évolue. C'est plutôt en ce moment, ça fait mal quand vous marchez, donc on vous met en décharge. Ok, merci, ça me va. Moi, j'ai une question, oui. En dehors des mesures, enfin, justement, de cette question de la décharge, et en attendant la chirurgie, qu'est-ce que vous recommandez aux patients comme qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut qu'ils fassent de la kinésithérapie pour conserver leurs muscles? Enfin, qu'est-ce qu'on conseille comme accompagnement médical? Alors, donc l'accompagnement médical, je suis mauvais. Effectivement, je sors le bistouri. Pour les arthropathies dégénératives, la kiné ne sert à rien d'autre qu'à faire mal. C'est des gens, quand ils bougent eux-mêmes leurs articulations, qui ont mal. Donc, si un kiné va les bouger, ils auront mal aussi. Donc, pas de kiné, que ce soit les épaules ou les hanches. Ça ne sert à rien. Ça ne va pas assouplir l'articulation et ça va leur faire mal. Donc, pas de kiné. Et puis, en attendant la chirurgie, un traitement médical, en fait, qui est un traitement dentalgique qui, pour le coup, vous connaissez mieux que moi. C'est le traitement probablement des dentalgiques de la crise vaso-occlusive ou des choses comme ça. D'accord. Donc, il n'y a aucun conseil à leur donner autre que attendre la chirurgie, quoi. Mais oui. Enfin, ou non, mais en tout cas, il y a… Non, mais on m'a posé la même question ce matin au DU. On n'a pas de possibilité d'éviter une éventuelle aggravation de la nécrose. D'accord. Non, mais ce n'est pas pour éviter l'aggravation de la nécrose, mais c'est pour que la récupération post-opératoire se passe mieux. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Non, là-dessus, non, il n'y a rien à faire. Alors après, pour éviter d'avoir mal en attendant la chirurgie, donc les antalgiques chez vous, et sinon, pour ne pas avoir mal à une articulation, c'est simple, il ne faut pas l'utiliser. Mais si tu n'utilises pas tes hanches et tes épaules, tu ne fais plus rien. Ouais, c'est ça, voilà, quoi. On est sur l'appareil locomoteur qui est fonctionnel, donc on est très vite limité. D'accord, merci.
Moi, j'avais une question, sinon très simple. Après une PCR, du coup, quels sont les conseils aux patients? Tu peux juste nous redire voilà, combien de temps il béquille, il marche tout de suite, etc. Alors, la PCR, au niveau de la hanche, on est sur un membre portant. Donc, effectivement, au début, on leur donne des cannes béquilles. Et les cannes béquilles, c'est à la demande. C'est-à-dire que le patient qui se lève et qui a tout de suite, qui estime que tout de suite, il n'aura pas besoin de canne parce qu'il n'est pas douloureux, il a tout à fait le droit de ne plus porter ses cannes. C'est vraiment un trou de 8 mm qui, normalement, n'altère en rien la biomécanique du fémur et il n'y a pas de risque de fracture là-dessus. Donc, il remarche et on appelle ça un traitement fonctionnel. Il fait en fonction de ses douleurs. S'il estime qu'il a besoin de ses cannes, il prend ses cannes. Et puis, petit à petit, il enlève la canne. Je vous rappelle que quand on marche, la main droite avance avec le pied gauche. Donc, si on veut soulager le membre inférieur droit, il faut mettre la canne de l'autre côté, hein, canne gauche. Donc, au début, les deux cannes pour une hanche droite. Après, on lui dit, quand ça ira mieux, enlevez la canne à droite, ne gardez que la canne à gauche. Et après, enlevez les deux. Mais combien de temps je vais les garder, docteur? Le temps que vous estimerez nécessaire, si vous voulez les enlever rapidement, vous avez tout à fait le droit. C'est une chirurgie qui est ambulatoire. Et sur les épaules, moi, je leur donne une écharpe antalgique et je leur dis, vous avez tout de suite le droit de bouger les épaules en fonction de vos douleurs. Est-ce qu'on donne des HBPM préventives après la PCR de hanche? Non, on fait… Mais alors ça, il faudrait revoir avec les drépanots. Je pense que c'est eux qui s'en occupent. Mais c'est une chirurgie percutanée. Donc, il y a, à mon sens, un traitement anticoagulant uniquement pendant l'intervention. Enfin, pendant l'hospitalisation. Alors, c'est de la chirurgie ambulatoire théorique, mais comme c'est des patients drépanocytaires, on les surveille un peu plus. Hein. À Mondor, les drépanots, ils passent les voir, etc. Donc, on les garde 1 ou 2 jours. Et alors, c'est pareil, Sylvain, je suis désolé, comme moi je fais que des épaules, c'est sûr que c'est que pendant l'opération. Non, mais c'est ce pendant qu'on voit, l'hospitalisation. ouais. Sur les hanches. On ne met pas l'HBPM, mais je voulais Non. juste confirmer. Ouais, c'était… Ouais. Ah non, ça me choque pas du tout. C'est des gens qui remarchent tout de suite. Donc, HBPM, le temps de l'hospitalisation parce qu'ils sont dans leur lit, mais dès qu'ils sortent après, ils marchent, donc il n'y en a pas besoin. Il n'y a pas de mouvement extrême de la hanche. Enfin, voilà, c'est pas thrombogène. Hein, comme c'est vraiment… La chirurgie en elle-même est vraiment mini-invasive. Hein. Bonjour et merci pour cette présentation. Stéphanie Ngo d'Hôpital de La Fontaine. Je me posais la question par rapport à l'intervention des collègues du CHIC avant qu'on commence la présentation sur l'histoire des échanges transfusionnels. J'ai un jeune patient chez qui justement j'ai dépisté un début d'ostéonécrose qui est plutôt stade 1 à l'IRM. Mais qui est fonctionnellement et symptomatiquement très amélioré depuis que je l'ai mis sous hydroxycarbamide. Et du coup, est-ce qu'il y a vraiment une urgence à lui faire voir un chirurgien ou est-ce qu'on peut temporiser et réévaluer l'évolution de la situation? Non, tu as bien compris, Stéphanie, que je n'ai pas de solution pour guérir sa nécrose. Donc, tant qu'on arrive à traiter médicalement ses symptômes, il n'y a aucune urgence à voir un chirurgien. Très bien. Il ne verra jamais oui, c'est ça. Il ne verra jamais un chirurgien trop tard, c'est pas vrai. Ou alors parce qu'il aura eu très mal pendant très longtemps, mais c'est tout. Mais pas sur l'évolution de son arthropathie et de sa nécrose. Ça, c'est pas vrai. Merci. Et alors, le traitement dont tu as parlé, c'est le traitement, c'est Hydrea, non? C'est le traitement médical de la drépano, c'est ça? L'hydroxy. Oui, c'est ça. Pas du cyclose, mais c'est la même chose. Il y avait une question, sinon, dans le chat, au tout début du topo, ce qui était est-il classique de découvrir une ostéonécrose de hanche bilatérale et apparition rapidement, en quelques mois après, des 2 épaules en cas de drépanocytose, ou bien est-ce qu'il faut rechercher d'autres étiologies associées dans ces cas-là? D'autres étiologies de l'ostéonécrose? Voilà, style alcool, corticoïdes, maladie de Gaucher, etc. Bon, alors on peut tout avoir, hein, mais chez un drépanocytaire avec un syndrome drépanocytaire majeur, la première cause d'ostéonécrose, c'est la drépanocytose. Ça, c'est plutôt les drépanoologues qui font le bilan pour le coup. Et alors, l'alcool, c'est facile. Le reste, probablement, qui recherchent, qui font un bilan rénal ou des choses comme ça. Mais la première cause d'ostéonécrose chez le patient drépanocytaire, c'est la drépanocytose. Alors après, il ne faut pas, à mon sens, vouloir faire un bilan complet à partir du moment où on a trouvé une ostéonécrose. Ce n'est pas parce qu'on a une ostéonécrose des hanches qu'il faut faire une IRM de 2 épaules. Parce que de toute façon, derrière, on n'aura pas de traitement préventif. Donc, on bilante l'articulation douloureuse, on voit ce qu'on en fait.
Et oui, on peut avoir une arthrose des deux hanches, enfin une nécrose des deux hanches, puis une nécrose des deux épaules chez un patient drépanocytaire dans la suite. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Et une fois de plus, la pénétrance, c'est extrêmement rare. Vous avez vu les cas que je vous ai montrés. Entre ce patient-là que vous avez encore sur l'écran et une autre patiente qui avait 59 ans, qui a attendu 59 ans avec un stade 3 et 4, ben voilà, quoi. Il y a une vraie injustice. Hein. Et il y a des gens qui ont une atteinte osseuse majeure, prédominante, qui n'auront pas de cholécystectomie, qui n'auront pas fait beaucoup de crises vaso-occlusives, mais ils se retrouvent avec un squelette comme ça. Et puis, il y a d'autres patients qui feront d'autres choses, avec plusieurs crises, mais sans atteinte osseuse jamais. Ça, c'est très aléatoire. Ce que vous voyez, vous, dans votre pratique professionnelle aussi, je pense. Et petite question, justement, là, on voit les prothèses d'épaule inversées qu'on a vues tout à l'heure, les grosses chirurgies. Du coup, c'est des chirurgies qui sont très hémorragiques, ça saigne beaucoup. Enfin, ça va nécessiter… Non. Heureusement, alors autant sur une hanche compliquée comme chez lui, vous avez vu avant avec la fracture et la plaque, là, on peut passer 2 litres de sang. Autant une chirurgie inversée comme ça va saigner maximum 300. Donc, j'ai rarement de soucis sur les épaules post-transfusionnelles. Et quand Anoucha me dit j'ai pas de culot, je lui dis écoute, ça devrait aller, quoi. À moins que je fasse un trou dans un gros vaisseau et que je m'en rende pas compte, ça devrait aller. Je ne me souviens pas de prothèse d'épaule qui ait nécessité d'être transfusée en post-opératoire. C'est plutôt de la chirurgie de hanche lourde, voire reprise de hanche ou reprise de sepsis. D'accord, donc sur les épaules, même quand c'est situation cata, finalement, ça ne va pas saigner beaucoup. Ouais. Lui, il a eu les deux épaules difficiles, ça a été long, mais finalement, il a des tissus qui sont nécrotiques. En fait, ça saigne. Non, il n'a pas eu besoin d'être transfusé. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui veulent intervenir. Parce que sinon, on est pile dans les temps. Bravo. Bravo à toi, surtout. Et ben donc, un petit mot de conclusion. On va donc remercier infiniment Sébastien Zilber pour ce très, très beau topo, très instructif. Ça nous a fait vraiment un panorama très complet, et puis avec les choses récentes, parce que effectivement le côté qui s'use pas, moi je trouve ça très intéressant, parce que moi j'ai encore ce discours un peu auprès des patients disant voilà, on temporise un peu aussi pour la hanche, parce qu'on craint toujours de devoir, lorsqu'on a des gens très jeunes, effectivement devoir réopérer à plusieurs reprises. Donc c'est des éléments très intéressants, je trouve, que tu nous as donné sur aussi le pronostic de ces prothèses. Moi, je cerne beaucoup mieux là maintenant, effectivement, les indications des différents types de chirurgie. C'était vraiment très intéressant. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu accepteras qu'on puisse utiliser cette petite vidéo de principe. On aimerait pouvoir l'utiliser. Elle est on va la placer sur le site, tu es d'accord, hein, sur le site en fait c'est sous code, hein, c'est codé, hein, c'est pas accessible à tout le monde, mais les gens de la filière pourraient, si tu es d'accord, avoir accès à cette petite vidéo qu'on a enregistrée et qu'on passerait sur le site de la filière avec accès codé pour les gens de la filière, pour qu'on puisse faire un peu d'FMC pour toutes les personnes qui n'ont pas pu assister à ce topo. Donc, merci beaucoup. Et puis, Sylvain, c'est toujours enregistré là? Oui. Alors, je suis d'accord. D'accord. C'est enregistré. Et donc, comme ça, effectivement, ça permettra pouvoir réentendre tout ça, ceux qui n'ont pas pu assister. Donc, on te remercie au nom de toute la filière. Merci beaucoup pour ce topo très intéressant. Avec plaisir. Et puis, écoute, à bientôt, et on va continuer à travailler beaucoup de patients, en tout cas, ça c'est certain. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.